Mémoire vivante. Aujourd'hui, un moment, j'ai la gorge serrée tellement je suis ému. Le grand plaisir de recevoir Lily Keller-Rosenberg. Bonjour madame, bonjour Lily. Bonjour monsieur. Avec vous, nous allons découvrir votre parcours étonnant, déporté, revenu, et puis votre volonté de témoigner et de transmettre aux jeunes, en particulier, des messages d'espérance et des messages d'entente et de paix. C'est exact. Toute ma vie est liée sur ces témoignages sans fin. Chaque jour, vous voyez, je témoigne. Tant que j'ai encore la force, il faut poursuivre. J'ai une mission à remplir. Alors cette mission, elle est née tragiquement quand vous aviez 11 ans, en 1943, dans votre ville du nord de la France, où votre famille a été raflée. Oui, effectivement, je venais tout juste d'avoir 11 ans et la famille habitait à Roubaix, près de Lille tout au nord. Et nous avons été arrêtés très exactement le 27 octobre 1943. Et c'était dramatique parce que figurez-vous quelle coïncidence terrible, c'était l'anniversaire de maman. Donc les enfants, nous avions préparé cet anniversaire, fait de beaux dessins et le lendemain allait être un grand jour. Papa avait acheté des gâteaux et des fleurs. Et quelle ironie du sort, c'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la Feldgendarmerie est arrivée chez nous avec fracas. Et puis vous partez, la famille va partir, vous allez pas partir, parce que vous étiez l'aînée, vous étiez la grande sœur. Effectivement, je venais, comme je venais de vous le dire, d'avoir 11 ans. Mes frères, Robert, n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi, le petit André. Donc j'étais l'aînée et toute la famille a été emmenée à la prison de Los, qui se trouvait près de Lille. Près de Lille. Et puis ensuite, c'est le départ pour les camps. Pas tout de suite, parce qu'ensuite, on nous a menés dans une autre prison en Belgique, la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Et vous savez, les déportés du Nord et du Pas-de-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique, parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. Et puis, ensuite, c'est les convois terribles, quoi. Les convois terribles. Vous savez, normalement, nous aurions dû partir de Malines, le grand camp de rassemblement en Belgique. Malines est l'équivalent de Drancy. Donc, de Malines, nous devions partir sur Auschwitz. Et ce qui nous a sauvés, c'est d'être dirigés sur Ravensbrück, un grand camp de concentration pour femmes où il y avait beaucoup de résistantes. Et puis, ça n'était pas un camp d'extermination, vraiment. C'était un camp de travail. Un camp de concentration. Oui, voilà. Effectivement. Voilà. Donc, vous êtes séparés de vos parents. De papa, surtout. Maman, vous savez, nous étions jeunes. Donc, avant 15 ans, les enfants avaient cette chance de pouvoir rester avec la maman. Heureusement, parce que c'est ce qui nous a sauvés, vous savez. Alors, on imagine plus d'1 an dans le camp, avec aussi les autres femmes qui s'occupent de vous. C'est très émouvant quand vous le racontez dans le livre et puis dans la BD qui va sortir incessamment. Et puis, le temps passe, la guerre est en train de se terminer et vous allez partir pour un déplacement terrible. Ah, c'est vrai. C'est peut-être le pire. Et c'est exact. Vous savez, j'allais juste ajouter qu'à Ravensbrück, bien sûr, il y avait de grandes résistantes françaises et au-dessus de nous, dans notre chalet, couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle, qui était une femme exceptionnelle, discrète mais une grande résistante. Et donc, nous sommes restés plus de 14 mois à Ravensbrück. C'était une vie très dure que nous menions, nous, les enfants. Nous avions le même régime que les adultes. Et en février 1945,
l'on ne sait pourquoi. Vous savez, on ne nous mettait jamais au courant, mais nous avons été transportés dans un autre camp, un camp terrible. On l'a appelé le camp de la mort lente. Et ce camp, c'est Bergen-Belsen. Et à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus, ce qui expliquait tous ces cadavres que nous avons vus à l'arrivée. Vous savez, il fallait les enjamber pour avancer et un SS nous a poussés dans un bloc. Déjà, c'était l'enfer, le drame. C'était un camp terrible, terrible. Vous savez, nous avons été libérés de Bergen-Belsen par les Anglais le 15 avril 1945. Heureusement qu'ils sont arrivés, parce que nous n'aurions pas tenu, ne fût-ce que 15 jours de plus. Mais comme au moment de la libération, ça reste pour moi un moment dramatique, heureux et triste à la fois. Heureux, content d'être libre, bien entendu, mais très triste parce que maman avait contracté le typhus, donc a été emmenée au révire, comme on disait, l'hôpital. Et nous, les 3 enfants, sommes restés seuls, ballottés. Nous nous demandions où allait-on nous mener, qu'allait-on faire de nous. C'était un moment, comme je vous le disais, heureux et triste à la fois, bien triste. Et vous avez été pendant toute cette période, on peut dire presque la maman, la grande sœur qui veillait sur les garçons et puis avec soin, avec attention, avec amour. C'est ce qui les a sauvés certainement. Ah, certainement. J'étais la petite seconde maman, oui, la c'est seconde vrai. Maman. Et pour moi, la vie de mes frères était précieuse, bien entendu. Nous n'imaginions pas rentrer sans l'un de nous 3. Et par la suite, après, peut-être j'expliquerai, on a eu le bonheur de retrouver maman contre toute attente. Contre toute attente, oui. Maman. Et quand vous êtes arrivé à l'hôtel Lutetia, où arrivaient les déportés, personne pour vous attendre. Et vous voyez, c'était un moment tellement émouvant, tellement triste pour nous, parce que nous voyons les autres déportés, accueillis par leurs familles, tous heureux, contents. Les familles ensuite les emmenaient chez elles. Et à la fin du jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Je dis toujours aux élèves quand je témoigne, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres. Et en France. En même temps, et en France, bien entendu. Mais en même temps, très triste. On se demandait si maman avait survécu avec son typhus. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Et pourtant, vous savez, c'est une assistante sociale qui a eu pitié de nous et qui a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste dans la région parisienne, s'il pouvait, avec son épouse, nous recevoir tous 3 quelque temps. Ah, ils ont accepté avec grand cœur, comme nous étions bien dans cette famille chaleureuse, aimante. Mais bien entendu, nos parents nous moquaient toujours. Et puis, un petit peu plus tard, vous avez retrouvé votre maman. Oui, bien plus tard. Vous savez, ensuite, la Croix-Rouge... Ça a été quelque chose incroyable. Un miracle. Eh bien, figurez-vous que la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Nous y étions bien, forcément. Il y avait besoin de vous requinquer, comme on dit chez nous. Parce que... On avait besoin de médecins, de soins. Nous étions en piteux état. Et donc, nous y étions bien. On nous donnait à manger à notre faim, on nous soignait, mais nous nous sentions toujours tellement seuls. Et puis, figurez-vous qu'un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Et il y avait maman face à nous, maman d'une maigreur inquiétante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là, présente, vivante. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelque temps, achevant de nous donner des forces, mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous sommes revenus dans le nord, avons retrouvé la maison, mais dans un
piteux état. Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé, 100%. C'était très dur. Et puis, nous étions encore dans un état de santé assez délabré. Donc, c'était très difficile les premières années. On ne pouvait pas en parler. Nous étions traumatisés par ces presque 2 années de souffrance. Donc, nous ne pouvions en parler. Et si de temps en temps, l'on risquait d'en dire quelques mots, les gens ne nous croyaient pas. Ça nous vexait. Au plus haut point, l'on se taisait. Ce qui explique pendant des années, comme d'autres déportés comme vous, cette sorte de silence à la fois personnel et autour de vous. Et puis à un moment, je vais passer le micro maintenant à ma collègue. Elle a 20 ans. Magnifique. Et c'est elle qui va continuer l'entretien, si vous le voulez bien. Bien sûr. Merci à vous, monsieur. C'est nécessaire pour vous de contribuer à ce devoir de mémoire collective en racontant votre histoire à travers la France, à travers les établissements scolaires et à travers un documentaire désormais ? Non seulement c'est nécessaire, mais c'est indispensable à mes yeux. J'ai une mission à remplir. C'est ainsi que je vois ma façon de passer le témoignage. Vous voyez, c'est tellement important. Et quand je vois tous ces jeunes, tous ces lycéens, collégiens qui sont à l'écoute, vous savez, ça me touche profondément. Les enseignants parfois me disent, on a du mal à les tenir tranquilles, ne fût-ce qu'une demi-heure. Et là, pendant 2 heures, ils ne bronchent pas et écoutent. C'est magnifique. Alors justement, vous intervenez auprès des plus jeunes, des scolaires. Vous avez écrit un livre également. Vous allez bientôt sortir une BD sur votre histoire. Et donc, vous intervenez aussi au centre d'un documentaire. Comment faites-vous pour mener de front tout cela ensemble ? Ça n'a pas dû être facile de se lancer forcément dans cette aventure ? Ça n'a pas été simple, effectivement. Vous savez, c'est avec l'apparition des négationnistes, fin des années 70, tout au début des années 1980, qu'il y avait les négationnistes. Ça m'a fait un choc terrible et je me suis dit, il faut que j'intervienne, il faut que je rencontre des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre. Ça n'a pas été facile, j'étais timide à l'époque, mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à témoigner, peu au début. Comme je le disais, c'est pas facile, mais voilà, avec le temps, j'ai pris de l'assurance et maintenant je témoigne sans fin, quotidiennement, toujours dans des villes différentes. Je peux dire que j'ai fait le tour de France, vous savez. Vraiment, tant je témoigne partout, non seulement en France à l'heure actuelle, mais même dans l'Europe. J'ai témoigné à maintes reprises en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg. Je vais bientôt en Suisse. On m'a demandé même au Canada, vous vous rendez compte, au Québec. Donc, vous voyez, ma mission n'est pas achevée encore. Alors justement, vous parlez d'une mission. Vous dites que maintenant, c'est vous qu'on vient chercher pour vous demander d'intervenir au sein des établissements scolaires. Au début, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est vous qui êtes allé toquer à la porte de certains établissements, d'associations peut-être ? Non, pas du tout. Ce sont les enseignants de Roubaix où nous habitions à l'époque et c'était une petite école proche de notre domicile. L'enseignant me connaissait peut-être par ouï dire et il est venu me demander si j'acceptais de témoigner devant les petits CM2. Vous savez qu'on enseigne la Shoah au CM2. J'ai donc accepté, bien entendu. C'était magnifique, comme toujours. Mais j'aime particulièrement les plus grands, les collégiens, les lycéens, parce que c'est dans leur programme d'histoire. Ils savent beaucoup de choses. Et entendre en plus une déportée, ça apporte un petit plus, comme je le dis. Un joli truc en plus, comme on dit. Et justement, votre discours, il résonne à travers ces lycéens et ces collégiens parce qu'il y a ce programme scolaire qui est en cohérence avec votre histoire. On l'a dit, vous intervenez beaucoup donc dans les établissements, mais est-ce que vous avez appris justement à raconter votre histoire qui est difficile, elle est douloureuse,
elle est chargée d'histoire et de signification. Est-ce que ça s'apprend de raconter ces choses-là aux jeunes ? Je ne sais si ça s'apprend. Je parle de mon cas. En ce qui me concerne, moi j'ai beaucoup réfléchi à la façon de transmettre parce que j'avais entendu des témoignages de déportés qui sont toujours fort intéressants, mais il y a la façon de transmettre. J'ai entendu des déportés qui pleuraient en témoignant. C'est compréhensible, c'est un sujet tellement triste, mais les élèves pleuraient également. Il n'y avait plus de témoignages, ça s'arrêtait tout net et je disais c'est bien dommage. J'ai entendu d'autres déportés qui témoignaient fort bien, mais qui disaient à tout bout de champ « j'ai oublié de parler de ceci, j'ai oublié de parler de cela », faisaient des flashbacks en arrière et je me disais les élèves ne vont rien comprendre. Je me suis donc étudié longuement parce que je voulais que mon témoignage soit fort et clair et précis et pédagogique. Et c'est ce qui fait que maintenant, je transmets à l'infini. Et les élèves, si vous les voyez après le témoignage, comme ils sont reconnaissants, ils viennent tous demander des selfies. Maintenant, je sais ce qu'est un selfie. Donc la reconnaissance et l'apprentissage se fait dans les deux sens finalement. Exactement. Vous êtes désormais au centre d'un documentaire qui porte votre nom, Lily, donc des deux réalisateurs frères Germain et Robin Aguès. Ce n'est pas la même chose de raconter sa vie à travers une salle de jeunes collégiens ou lycéens que de laisser entrer deux réalisateurs dans son intimité. Est-ce que ça a été difficile pour vous, ce documentaire ? Difficile, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais pas aussi aisé que les témoignages devant les jeunes, parce que, vous savez, ces prises de vue, ça a pris au moins 1 an. Ces frères me suivaient dans mes déplacements dans les camps. Ils m'ont suivi pendant près d'1 année, donc il y a beaucoup d'images exceptionnelles. C'était très très bien. Vous savez, puis je les connais, ils sont charmants et ça s'est très bien passé. Mais disons, moins aisé, moins spontané qu'avec des jeunes au départ. Après, tout s'est arrangé en cours de route. Oui, ces deux réalisateurs, ils vous ont vu eux-mêmes quand ils étaient lycéens. Ils vous ont vu témoigner de votre histoire, de votre parcours. Vous êtes formidable, vous savez cela. Effectivement, ils m'ont entendu lorsqu'ils étaient tout jeunes élèves et m'ont retrouvé plus de 15 ans après. Ça m'a beaucoup touchée. Et justement, en parlant d'événements et d'émotions qui peuvent toucher, finalement, est-ce qu'avec tout ce que vous entreprenez, on parle de livres, de témoignages très régulièrement dans toute la France et bientôt à l'étranger, et de films documentaires, quels sont les messages que vous cherchez à faire passer à travers vos actions qui sont tout de même très symboliques et importantes ? Ah, vous savez, je raconte mon parcours, bien entendu, mais en fin de récit, je donne des leçons aux jeunes. Je leur dis, les enfants, je ne veux plus de guerre. La guerre est quelque chose d'atroce qui plus jamais ne doit se reproduire. Ces horreurs passées ne doivent plus se reproduire. Et je leur dis, il faut que vous soyez vigilants, les jeunes. Tout peut revenir, de façon différente, bien entendu, mais le mal est partout. Nous en avons la preuve à l'heure actuelle. Il faut aussi qu'ils soient courageux, qu'ils n'hésitent pas à répandre toutes les vérités qu'ils ont entendues. Et surtout, je leur demande d'être tolérants, de se supporter les uns les autres avec leurs différences qui les enrichissent. Vous savez, ils comprennent tellement bien ces jeunes. Et je leur dis parce que parfois j'interviens dans des lieux où les élèves sont très mélangés. Et je leur dis, les enfants, que l'on soit noir ou blanc, que l'on soit juif, catholique ou musulman, n'est-on pas avant tout des êtres humains ? Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Ils le comprennent fort bien, mes petits messagers, comme je les appelle, et sont décidés à transmettre à leur tour. Et moi, j'ai confiance en eux, j'ai foi en eux. Ils sont formidables. Quand je ne serai plus là, je ne suis pas pressé de partir. Il faut
se rendre à l'évidence malgré tout. Quand il n'y aura plus de déportés, je sais que la relève est assurée et ça me plaît infiniment de le savoir. Mais je pense que ce sont des très jolis mots remplis d'espoir pour terminer et conclure cette rencontre. Merci beaucoup Lily d'être venue avec nous pour quelques temps. Merci à vous également, ce fut un plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt.